se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un biblio haul comme vous l'avez vu dans le titre, ça doit faire bien 1 an et demi que j'ai pas tourné ce genre de vidéo et pourtant c'est pas faute d'avoir lu des tonnes de livres en bibliothèque. Je prenais pas le temps en fait de m'installer pour présenter les dernières acquisitions entre guillemets, de faire un compte rendu à chaque fois et j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres sur ces dernières années, j'ai bien dû lire une bonne centaine de livres minimum venant de la bibliothèque, c'est toujours des bonnes économies et je vous recommande toujours très très fort si vous avez l'occasion d'avoir une bibliothèque avec un fond documentaire intéressant, ou en tout cas qui vous intéresse tout simplement, d'aller piocher dedans parce que c'est vraiment économique en fait. Moi j'ai des fois des sorties qui me tentent mais je suis pas bien sûre de vouloir les acheter, et j'en profite bien avec cette partie-là. Je vais vous présenter donc mes différents livres. Le premier que j'attrape puisqu'il est sous la patte, c'est Joyland de Stephen King, qui est comme ceci. C'est un petit thriller fantastique je crois, je dirais même plutôt fantastique, voire même horrifique. Il n'y a pas vraiment de résumé sur ce livre là. Tout ce que je sais, c'est que ça se situe dans un univers de fêtes foraines, qu'on a des histoires de clowns tueurs visiblement, et de disparitions et d'horreur. Vraiment tout ce qui va me faire flipper. Il faut savoir que j'ai une étrange attirance pour les univers de fêtes foraines. Je pense pour le côté très coloré, un peu chaotique, très bruyant, et puis mystique parfois, avec les origines en fait des fêtes foraines qui étaient pas toujours très sympatoches, qui pouvaient être même relativement glauques. Il y avait un côté à la fois amusant et puis en même temps mystérieux, voire assez violent, et je sais pas si c'est l'histoire horrible des fêtes foraines qui m'intéresse de base, ou si c'est l'aspect horrifique qu'on peut en tirer en fait à chaque fois dedans. Donc nous verrons ce que ça donne. Stephen King avec moi, c'est ça passe ou ça casse. Il y a des livres que je trouve absolument merveilleux de cet auteur, que j'ai adoré et que je recommande les yeux fermés, comme Misery, Shining, d'autres que j'aime absolument pas, comme Marche ou crève, que j'ai trouvé parfaitement chiant. J'ai pas aimé, je crois que c'était Jessie, que j'ai pas apprécié non plus. Je dirais que celui-ci devrait être dans les catégories qui passent, puisqu'on est sur une thématique horrifique et généralement c'est ce qui me plaît pas mal avec King. Nous verrons. Je vous retrouve pour mon avis final sur Joyland de Stephen King, qui fut une déception. Ce livre m'a paru très très chiant. Je crois que je n'ai rarement vu un résumé aussi peu fidèle au contenu d'un livre. Alors je sais pas s'il y en a un plus complet derrière. Tiens, d'ailleurs c'est pensé que j'allais laisser mon marque-page dedans. Je vais vous lire le résumé quand même, comme ça vous aurez une idée, même si je vous en ai fait un vite fait avant. Les clowns vous ont toujours fait un peu peur? Dans mon cas oui. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse? Un peu. Alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Alors une fois qu'on a lu le livre, on comprend pourquoi il dit ça, mais avant, on se dit ah ben ouais, ça a l'air un peu mystérieux, un peu horrifique. Que nenni? Pas du tout, pas du tout. Et donc là, ils nous mettent mélange suspense, terreur, nostalgie, émotion, un superbe King dans la lignée de Stand By Me. Alors je n'ai pas lu Stand By Me, donc je n'ai pas la référence, et peut-être que si je l'avais lu, j'aurais peut-être su que je pouvais me passer de cette lecture. Je l'aurais fait. Joyland donc n'est pour moi pas du tout un roman d'horreur. Il n'y a absolument pas d'horreur dedans, on va avoir une petite part de fantastique, comme souvent dans les King, mais c'est très léger. C'est presque pas l'objectif principal du livre, enfin c'est clairement la ligne rouge, voilà. Mais la ligne rouge, elle est au fond du paysage, et on la retrouve de temps en temps. Du coup, c'est un peu décevant parce que moi je voulais frissonner, et en fait je me suis surtout fait un peu chier. J'avais aussi beaucoup envie de taper le personnage principal, j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre, qui en théorie n'est pas très long, 300 pages. Normalement je mets pas une semaine et quelques jours à le lire, mais dans ce cas de figure, oui. J'avais aucune envie en fait de reprendre ma lecture, j'avais toujours quelque chose de plus intéressant à faire que la lire, ce qui est con parce que c'est pas le but. Pour vous dire un petit peu ce qui m'a pas plu, bon bah déjà le personnage principal, clairement, j'ai eu envie de le taper à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'on dirait un incel, le gars. Il a au début du livre une petite amie, et en fait il est frustré parce qu'il ne peut pas coucher avec. En gros, elle ne lui en laisse jamais l'opportunité, elle va lui faire des petites caresses, mais c'est tout, voilà, pour être soft dans ce que je vous raconte. Et lui il est frustré parce qu'il a jamais été jusqu'au bout, ce qu'il estime être le bout pour lui, mais arrêtons de dire que le sexe n'est que la pénétration, ce n'est pas le cas. Mais pour lui c'est l'apothéose, et enfin en tout cas elle la connaît pas, et en tout cas il n'y a jamais eu accès, et il est très frustré, et il va nous en parler souvent, nous disant que franchement elle est pas sympa, qu'elle l'a maltraité, et à un moment il dit quand même qu'à l'époque s'il avait pu la tuer de frustration il l'aurait fait, ou en substance quelque chose de similaire, qui est clairement une réflexion d'incel, si je ne peux pas posséder une femme parce que ça me fait me sentir inférieure, je préfère la buter plutôt que de ne pas en avoir du tout. Super mentalité. Donc ça c'est notre personnage principal,
principal, alors ok il est jeune, ok il grandit, on le suit dans son apprentissage de la vie et de sa sexualité d'ailleurs, puisque il va découvrir les joies de la chair, mais c'est chiant quoi, je suis désolée, moi il m'est parfaitement antipathique quand j'ai envie de lui dire mets-toi dans la peau d'une meuf, et à un moment t'arrêterais de nous faire chier sur le fait que tu veux absolument tirer ton coup. On vit d'autres trucs qui sont peut-être un peu plus graves que toi, ta propre frustration sexuelle, donc va te faire foutre. Voilà, ça c'est mon sentiment vis-à-vis du personnage principal, donc vu que c'est lui notre narrateur et qu'on scoltine tout au long du livre, autant vous dire que il m'a cassé les pieds. Le problème c'est que l'histoire en soi ne rattrape pas ça, parce qu'elle est très longue, c'est pas très rythmé, on est sur pas un voyage initiatique, mais son apprentissage de la vie, de la nature humaine. Il va arriver dans cette fête foraine, évoluer dedans, vivre pas mal d'aventures humaines qui le font grandir intérieurement. On découvre l'humanité dans ses bons et ses moins beaux jours. Et en trame de fond, ce qui est censé être le côté horreur, suspense, mystère, c'est en fait une affaire de meurtre qui a eu lieu dans cette fête foraine et sur laquelle tout un mystère qui plane, puisqu'on n'a jamais su qui était le meurtrier d'une jeune femme. On va essayer de savoir un petit peu tout au long du livre, mais par toutes petites touches. C'est vraiment le fil rouge, mais très très loin en ligne de fond quoi. Et ça c'est le côté un petit peu mystérieux, pas du tout horrifique du livre, donc un petit côté thriller je dirais, thriller fantastique à la limite, et ça on le retrouve peu ou pas assez, ce qui fait que je pense que c'est la seule chose qui m'a fait poursuivre ma lecture, c'est que je voulais savoir jusqu'où ça allait aller. Bon bah j'ai eu ma réponse, hein, j'ai eu cette satisfaction là. King, bah comme souvent, hein, c'est soit ça passe, soit ça casse. Joyland pour moi c'est pas une réussite, je suis très contente de ne l'avoir jamais acheté et de n'avoir fait qu'un emprunt bibliothèque, car ça aurait été une vraie frustration. Joyland, je vous recommande pas, il y a de quoi se mettre en panne de lecture avec ça, hein, pour moi. Un flop. Le livre suivant, je l'ai vu, je me suis dit « Allez, je vais l'emprunter, on verra bien ce que ça donne ». Je pense que ce sera pas une franche réussite pour moi, il y a un petit côté nostalgique, il s'agit de Midnight Sun de Stephenie Meyer. L'autrice de Twilight, hein, et on est clairement sur l'histoire de Twilight, mais du point de vue d'Edward Cullen. On va suivre, je pense, l'ensemble hein, de l'histoire, puisque c'est une pavasse gigantesque. Le truc fait combien de pages? Quasiment 800. Donc je pense qu'on suit la totalité de l'histoire d'Edward et Bella sur les 4 tomes de la saga, mais du point de vue d'Edward Cullen. J'ai commencé à le feuilleter pendant mes vacances de Noël. J'ai pas lu grand chose, c'est pas de la grosse littérature, hein, très franchement. Je me suis dit que ce serait une lecture facile, même si franchement plus le temps passe, moins j'ai envie de la piocher. Et je vous avoue que j'ai un peu honte de voir me trimballer avec dans le métro. Y a pas de quoi normalement avoir honte d'un livre, mais bon, c'est tellement cucu et c'est tellement moyen que bon bref. Voilà, ça c'est moi et moi-même. Hein. Et on se retrouve pour faire le point sur Midnight Sun de Stephenie Meyer, que j'ai terminé au moment où je filme, j'avoue, il y a au moins une semaine. Enfin, terminé, c'est un bien grand mot, puisque je l'ai un peu abandonné. J'ai tenu jusqu'à à peu près 500 pages et quelques, ce qui est énorme, hein, parce que le bouquin fait 800 pages. Mais en fait, j'y suis allée avec une illusion. En fait, je me suis pas renseignée, j'avoue. J'ai pensé que... Ah, c'est l'heure des griffes. J'ai pensé en fait que le livre, et vu sa taille, ça me paraissait logique, qu'il couvrait en fait l'histoire, donc du point de vue d'Edward, mais sur les 4 tomes. Je me suis dit, bah ok, si c'est les 4 tomes, moi pour le coup, il y a plein de moments où il se retrouve tout seul, et où ça peut être intéressant de savoir ce qu'il a pensé, comment il a vécu le truc, même si on va pas se mentir, Twilight, il traite pas des sujets de fond essentiels. Je me suis dit, ah ouais, je veux bien avoir la partie du second tome du point de vue d'Edward, aussi celle du 3 et du 4 me paraissent plutôt intéressantes. Bon, la première, moins. Bah pas de bol, puisqu'en fait ça reprend juste le premier tome, et donc 800 pages quasiment pour juste le premier tome que je connais déjà. Bon, ouais, bah ça me tentait moyen, enfin je les connais tous, hein. J'ai commencé sans le savoir, donc je me suis lancée. C'est distrayant au départ, mais très honnêtement, c'est bah forcément très redite, hein, si vous connaissez le récit de base. Alors, je l'ai lu il y a franchement très longtemps, le premier tome, donc je me rappelle pas très bien. Entre les films et puis l'histoire qui est pas non plus compliquée à retenir, j'avais pas forcément besoin des redites. C'est intéressant de temps en temps de savoir ce qu'il a pu penser de certains événements juste de son côté, sans passer par le point de vue de Bella, mais rien de nouveau. Savoir que Rosalie et Emmett, ils sont de telle façon, que Alice et Jasper, ils sont aussi comme ceci, comme cela, et que leur point de vue sur sa romance avec sa meuf, bah c'est pas forcément accepté. Tout ça, on le sait déjà en fait, hein, si on a lu les livres, voire vu les films, je pense qu'il y a rien de nouveau. C'est assez énervant par moments, hein. Edward, il trouve que Bella, c'est la meilleure femme de l'univers, parce que elle se maquille pas, parce que elle écoute je sais pas quelle musique, elle écoute de la musique classique, voilà, donc c'est une femme bien. Et puis elle lit de la littérature anglaise classique, donc là aussi elle est géniale. On est vraiment sur l'archétype du personnage féminin, c'était déjà le cas à l'époque, ça avait déjà été décrié, mais on est sur ce personnage un peu banal et que l'autrice idéalise. Elle, c'est une vision idéalisée d'elle-même qu'elle projette dans un livre. Juste saoulant de voir ça souligné comme si c'était extraordinaire, quoi. On a l'impression que Bella, elle a 350 de QI, alors que juste elle lit des livres, elle écoute de la musique classique, quoi. Enfin, on est toujours sur une thématique et puis une dynamique quand même relativement conservatrice. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez long, relativement très chiant au bout d'un moment, ce qui fait que bah, je l'ai lâché et que je le reprendrai pas et que je regrette pas forcément de m'être arrêtée. C'est dommage.
dommage, moi j'aurais autant aimé que ce soit sur les autres tomes, ça m'aurait plus apporté que celui-ci qui ne m'a rien apporté. Bon, j'en attendais rien, hein, je vous avoue. En plus, il pèse un âne mort le truc, donc bon, j'étais pas mécontente d'arrêter de trimballer ça au taf parce que c'est lourd. Hein. J'ai déjà ma bouffe le midi, si je dois me trimballer ça avec, c'est chiant. Pour moi, c'est plus de l'usine Afrique, hein. On est clairement sur un tome pour faire un peu plus de sous-sous. Elle a pas trop su se renouveler, sans doute, l'autrice. Et c'est ce qui lui rapporte en fait. Mon avis sur Midnight Sun, qui n'est pas le plus positif, avouons-le. Là, c'est la petite pause technique parce que j'entends que mon voisin rentre et que j'ai toujours peur qu'on m'entende parler toute seule à travers ma porte. Il est rentré. Allez, on y va. Le livre suivant, il s'agit de Les Invisibles de Mar Romasco Moore. Il s'agit, je pense, d'un roman plutôt marketé jeune adulte, plutôt du côté fantastique de la force. On suit visiblement une jeune fille et sa mère qui sont invisibles aux yeux des humains et de la plupart des gens. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est une catégorie de personnes fantastiques qu'on ne connaît pas dans cet univers-là. Le fait est qu'elles sont invisibles et qu'elles sillonnent les États-Unis pour vivre, visiblement. Sauf qu'un jour, la mère de cette jeune fille disparaît et la jeune fille va, je suppose, essayer de la retrouver, hein, ça me paraît logique, mais surtout elle va enfreindre la règle qui était la leur, c'est-à-dire qu'elle va se rendre visible aux yeux des autres. Je ne sais pas si elle est différente physiquement et ce qui fait qu'on va la repérer, ou la raison pour laquelle elles ne doivent pas se faire voir. Ça m'intriguait, la couverture était jolie. On verra si ça me plaît ou pas, puisque je lis vraiment de moins en moins de jeunes adultes, et c'est vrai que les schémas parfois un peu répétitifs de certaines histoires me lassent assez vite et que j'ai tendance à les abandonner plutôt rapidos. On se retrouve pour faire le point sur le livre Les Invisibles de Mar Romasco Moore, que j'ai terminé hier matin au moment où je filme la vidéo. Bah écoutez, c'était une bonne surprise. Alors j'y allais avec pas forcément beaucoup d'attentes, sachant que je suis pas la cible principale de l'auteur ou de l'autrice, je crois. En soi, je suis pas censée être la personne qui accroche le plus, puisque c'est pas moi le public cible de ce livre. On est sur quelque chose d'assez classique, j'allais dire, sur la thématique de fond, puisque c'est clairement un roman d'apprentissage avec une jeune fille qui va se retrouver seule et qui va devoir se débrouiller toute seule, qui va devoir trouver ses propres repères, aussi répondre à certaines questions, pas forcément que existentielles, mais qui sont tout à fait en lien avec son passé, ce qu'elle recherche, son identité. Bah c'est forcément assez intéressant, donc ça reste classique dans le sens où c'est une thématique qui est régulièrement reprise, notamment dans des livres qui peuvent être adressés à un public jeune adulte, et puis dans des romans d'apprentissage, donc là on est clairement là-dedans. Ça m'a pas du tout dérangé, c'est bien amené. La thématique du coup est forcément originale, puisque dans l'histoire cette jeune fille est invisible, et donc elle doit quand même réussir à se trouver cette place dans ce monde, tout en n'étant pas visible des gens. Le côté invisible, évidemment, il a plusieurs sens, plusieurs niveaux de lecture au fur et à mesure du récit, mais c'est plutôt bien exploité, la thématique est plutôt intéressante, salut Hawaï. Les thématiques abordées sont plutôt chouettes, vous avez une bonne diversité de personnages aussi, ce qui est plutôt cool, parce que c'est vrai qu'on est souvent sur le même type de profil, et là c'est moins le cas, et c'est agréable aussi à voir, puisque ça fait partie de la réalité, donc c'est chouette si tout le monde est... tout le monde ne peut pas être représenté dans le livre, mais en tout cas si on n'a pas la même représentation que d'habitude. Écoutez, c'est une bonne surprise. Si vous cherchez un livre jeune adulte avec une thématique d'apprentissage, une mini romance, franchement c'est pas le but du livre, c'est plutôt justement assumer aussi ce côté sentimental qui arrive dans le récit. On a toutes les, les découvertes adolescentes quoi, avec toutes ces interrogations, toutes ces peurs autour des sentiments, du rapport à l'autre, qui sont aussi abordées là-dedans, et c'est plutôt bien fait. Bonne surprise. Je sais pas si j'irai lire d'autres livres de l'auteur ou de l'autrice, je crois que c'est une autrice, mais on verra ça plus tard. Avant-dernier livre de ce biblio haul, il s'agit au moment où je filme cette vidéo de ma lecture en cours, Pluie de Michael McDowell, de la saga Blackwater. C'est le 6e et dernier tome de la saga Blackwater. C'était ce fameux roman feuilleton qui est sorti il y a quand même assez longtemps aux États-Unis et qui est sorti récemment en France. C'était cet été, je crois. Enfin cet été. On est en 2023 au moment où je filme cette vidéo. Je crois que c'était à l'été 2022 qu'ils ont pullulé en France, un peu partout. Bref, il s'agit d'une saga de livres fantastiques. J'avais présenté le premier tome, je crois, dans un vlog, mais bon, vu que je filme quasiment plus, je sais pas trop. On suit globalement l'histoire d'une famille dans une petite ville de l'Alabama. Ça commence vers les années... Enfin, au début, en fait, du XXe siècle, on est en 1918, je crois, au moment où ça débute. Il y a en fait une espèce d'énorme crue qui va ravager tout le village, toute la ville. Au milieu de cette crue, parmi les personnes qui vont être sauvées, il va y avoir une jeune femme qui s'appelle Elinor, qui va être accueillie au sein d'une famille qui s'appelle les Casquets. Et elle va en fait prendre une place assez importante dans ce foyer, au sein de la ville en général, et elle est entourée d'un mystère assez important, qui est
est percée en fait tout au long des différents livres de la saga, que ce soit elle et puis ensuite toutes les personnes aussi que vous allez rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. Donc on est sur une grosse saga familiale avec une vraie dimension fantastique qui fait pas forcément partie, j'allais dire, de l'intrigue principale. C'est pas ce que vous rencontrez tout au long du livre, vous allez vraiment avoir la vie de cette famille avec ces petites touches fantastiques qu'on essaye de percer au fur et à mesure de la saga. J'ai bien aimé les autres livres, ils se lisaient très vite, donc j'ai hâte de lire le dernier tome de la saga et voir ce que j'en pense et si surtout j'aurai des réponses à mes questions puisque j'en ai quelques-unes quand même. Je vous retrouve une fois le dernier tome de la saga Blackwater terminé. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, ça conclut bien la saga. Honnêtement, si vous les avez tous lus jusque là, sauf celui-ci, évidemment je vous spoile pas, mais je trouve que ça laisse un petit goût de frustration parce qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Je pense que ça nous laisse deviner certaines choses mais ça nous annonce pas franchement la couleur, donc il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc ça me frustre un petit peu, mais en même temps, ça laisse la place à l'interprétation aussi et à la volonté du lecteur peut-être de choisir ses propres réponses. Ce qui parfois peut être satisfaisant aussi de se dire ah je pense que je sais pourquoi ou ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une bonne conclusion quand même à la série. Je suis assez contente d'avoir lu les Blackwater. J'avais très peur en fait de base d'être déçue par le récit, de m'ennuyer. Ça avait été tellement populaire et tout le monde en parlait tellement que j'avais peur de pas accrocher et de me dire bon bof. Ça restera pas ma saga préférée très honnêtement. Je trouve qu'elle est très divertissante, elle est très simple en fait à consommer. Ça se lit très vite, c'est pas compliqué du tout, on visualise tout très bien. Au départ j'avais un peu peur du nombre de personnages et de me retrouver un peu paumée, mais franchement c'est très bien amené en fait. On s'adapte à toutes les évolutions de cette histoire et de cette famille. Donc dans l'ensemble j'ai passé un bon moment. Si vous voulez découvrir les univers fantastiques, il y a un tout petit peu de fantastique dedans, donc ça fait partie de l'histoire entièrement, mais c'est vraiment pas ce qui prédomine. Ça peut être une bonne introduction éventuellement. Faudra juste faire gaffe au fait que quand même le livre a été écrit il y a un petit moment, il s'adapte on va dire à une époque qui n'a pas du tout les mêmes codes que nous avons aujourd'hui. Clairement il y a un bon fond de sexisme dedans, alors je pense pas qu'il soit volontairement là, mais on va dire que quand je parle de sexisme, c'est que la position des femmes de manière générale dans ce récit, on peut pas dire que ce soit la plus moderne, d'accord, même si effectivement il y a des choses qui pour le coup diffèrent de ce que j'aurais pu m'attendre au tout début du récit. Il y a des évolutions, on évolue dans le temps, donc là aussi il y a des choses qui bougent. Au départ, si vous commencez la saga, les femmes vont pas avoir des postes on va dire sociaux très très modernes, dirons-nous. Écoutez, n'hésitez pas avec Blackwater si vous hésitiez, ça peut être très très sympathique. Et enfin, le dernier livre de ce biblio-haul, il s'agira d'un roman graphique puisqu'il s'agit de l'Odyssée d'Hakim, le tome 2 de Fabien Toulmé. Celui-ci c'est de la Turquie à la Grèce. C'est aussi une lecture que je suis en train de faire en ce moment puisque j'aime bien allier lecture graphique et roman en général, ça se lit pas mal en parallèle. Pour cette histoire, vous allez suivre en fait le récit d'une histoire vraie puisque vous allez suivre un Syrien qui va fuir la Syrie liée à la guerre qui ravage le pays, qui menace les habitants et qui forcément les pousse à fuir leur pays pour sauver leur peau. Et donc le premier tome se concentre sur la vie en Syrie, puis le moment où il va devoir quitter la Syrie pour d'autres pays, ça va être la Jordanie, vous avez le Liban également. Et en fait au fur et à mesure des tomes, en fait on suit le parcours d'Hakim dans les différents pays qu'il va parcourir. Et donc ce deuxième tome se concentre sur son passage de la Turquie jusqu'en Grèce. C'est en tout cas un livre que j'avais beaucoup apprécié sur le premier tome, parce que malgré tout il reste assez réaliste sur les parcours migratoires, sur la méconnaissance aussi des gens en général, et beaucoup, j'allais dire, des occidentaux, des français, qui réalisent pas toujours les raisons pour lesquelles les personnes fuient, le parcours du combattant aussi par lequel il passe, parce que faut savoir que c'est pas une balade de santé, et moi j'entends beaucoup dans mon travail que les personnes que j'accompagne vivent justement cette exclusion-là, mais j'entends beaucoup autour en fait des personnes qui vont dire on vient s'installer en France pour profiter d'aides. Bah non, en fait on n'en profite pas comme ça déjà des aides, il faut acquérir un statut, avoir une situation régulière, et avoir déjà cette situation régulière c'est hyper compliqué, même des fois quand on vient de pays qui sont reconnus pour être en guerre, on n'est pas très bien accueilli, faut le voir même au niveau des gouvernements, on le constate. Bref, je m'étale, je vais pas détailler ça maintenant, mais bref, du coup c'est une lecture dans le premier tome que j'avais beaucoup apprécié pour son réalisme, forcément on est sur un témoignage, donc c'est réaliste, et j'ai hâte de lire le deuxième tome. J'ai terminé de lire l'Odyssée d'Hakim, donc le deuxième tome de la saga. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, il est très très intéressant, c'est pas une histoire joyeuse du tout, puisque vous suivez Hakim qui a un parcours migratoire, qu'il est ostracisé. On va estimer, comme c'est le cas malheureusement en France, qu'il pique des boulots à d'autres personnes, qu'on ne souhaite pas travailler avec lui parce que ce n'est pas possible, et puis la vie est chère. Donc Hakim, pour survivre, il est obligé de passer d'un endroit à l'autre pour pouvoir s'en sortir. C'est hyper intéressant, c'est forcément hyper instructif, on est plus ou moins informé de la situation des parcours migratoires des personnes, malheureusement avec les médias et puis autres, les politiques pas toujours très honnêtes d'ailleurs, on a une vision souvent assez négative de ces parcours, on pense que les personnes viennent en France pour profiter des systèmes d'aide. Alors travaillant dans le système d'aide, en lien avec ça, je peux vous dire que non, malheureusement
on n'y accède pas comme ça aux aides justement. Donc bon, faudrait un petit peu s'enseigner avant de balancer des conneries xénophobes et puis parfaitement inhumaines hein, très souvent. Donc voilà, là on est vraiment sur la réalité en fait de ce parcours-là, de ce que c'est, et forcément en fonction du niveau d'information qu'on a sur ces sujets, et ben soit on apprend beaucoup de choses, soit bah, ça confirme entre guillemets des choses qu'on connaît plus ou moins déjà, enfin qu'on connaît en théorie, hein, on n'a pas vécu ça, enfin personnellement je l'ai pas vécu et je m'estime particulièrement chanceuse de pas avoir à le vivre. Donc l'Odyssée d'Hakim, c'est vraiment une lecture que je recommande très 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 fort parce que c'est très 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 bien. Et ben j'espère que vous y pencherez parce que c'est vraiment très très bien. Et merci à une de mes meilleures amies, Marilyn, de m'avoir prêté le tome 1 puisque du coup ça me fait découvrir cette jolie BD. Ce sera tout pour ce biblio haul. J'espère en tout cas que les livres que je vous ai présentés, je les ai appréciés. Je me doute que Midnight Sun sera pas celui que j'aurais préféré dans le lot. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis j'espère vraiment vous retrouver assez bientôt. Ciao!